1970. Les citoyens de Ville-Saint-Michel vivent dans un enfer de bruit et d'odeur. Ils mènent un long combat pour faire fermer la carrière Miron. Des officiers. Ici Anne-Marie Dussault, bienvenue à Tout le monde en parlait. La ville de Saint-Michel, aujourd'hui annexée à Montréal, a grandi dans la poussière. Le bruit des explosions, la circulation des camions lourds et aussi la pollution engendrée par l'exploitation de la carrière Miron et aussi d'un site d'enfouissement d'ordures. Au début des années 60, au plus fort de son exploitation, la carrière Miron fait travailler 2000 personnes. Elle apporte la prospérité, mais aussi le déclin de la qualité de vie à Ville-Saint-Michel. Alors, les citoyens n'en peuvent plus de vivre près d'une carrière et surtout d'un site d'enfouissement nauséabond. Ils entament alors une longue lutte pour faire fermer la carrière Miron. Voici donc l'histoire d'un combat qui dure depuis 50 ans. Le 17 avril 1988, 50 000 personnes du quartier Saint-Michel assistent à la démolition des deux imposantes cheminées de l'incinérateur Miron. Là, c'est vraiment fini, on vient d'enterrer ça. La deuxième cheminée résiste au dynamitage. Elle s'écroule quelques jours plus tard à la suite d'un autre essai. Ça avait fait plus de troubles que d'autres choses, c'est sûr. Quand on a vu enterrer ça, c'est un sentiment d'être libéré de Miron. André Franco a de quoi être soulagé. Le 10 décembre 1985, une explosion mal contrôlée fait voler en éclats d'énormes pierres de calcaire, dont plusieurs tombent sur sa maison, percent le toit et aboutissent dans le salon. Personne n'est blessé. C'est un miracle. D'habitude, mes enfants jouent toujours dans le salon, puis s'il était là, certains qu'il y aurait eu un blessé ou des morts. C'est pas possible qu'on puisse projeter au moins une pierre de 35 livres à un demi-mille pour venir atterrir sur des maisons. Je trouve ça une négligence criminelle. Je ne vois pas d'autres mots pour ça. Tant qu'ils n'ont pas arrêté de dynamiter, on était toujours pareil sur une crainte. Il me semble qu'une grosse compagnie de même, ça aurait été la moindre des choses, juste d'envoyer une lettre d'excuse. Ouais, c'est un peu pour ça que tout le monde s'est réuni pour faire fermer Miron, pour qu'il arrête le dynamitage. Léo Bricot, propriétaire du journal Saint-Michel, est la figure emblématique de toutes les luttes citoyennes contre la présence de Miron. Mais la première fois que je suis allé à Saint-Michel, c'était un midi, je vais visiter un président de loisirs. Et tout d'un coup, boum, c'est comme si la fournaise de la maison venait de sauter. J'ai dit, hey, c'était un homme contre. J'ai dit, André, qu'est-ce qui t'arrive à ta maison? Il dit, fais-toi-en pas, Léo. C'est de même tous les midis et tous les soirs. C'est les carrières qui font leur dynamitage. Moi, quand le Miron a commencé, j'étais à l'école Saint-Vincent-Ferrier, au coin de Jarry et Henri-Julien. Et les Mirons demeuraient dans la paroisse. L'exploitation de la carrière débute en 1948, lorsque les six frères Miron de la rue Henri-Julien repèrent un immense terrain rocheux sur l'île de Montréal, qu'ils paient 70 000 à un cultivateur. Les Miron flairent la bonne affaire. Raymond Réal, qui devient échevin de Saint-Michel en 1970, se souvient, lui, de cette période. Moi, je suis arrivé à Saint-Michel dans les années 57, à peu près 58. Et ça se développait, il y avait beaucoup de construction et ça semblait être un secteur d'avenir. C'est donc à partir des roches de calcaire et du ciment de la carrière Miron que plusieurs édifices du centre-ville de Montréal sont construits. Dans les années 60, il y a 2000 personnes, dont beaucoup d'immigrants italiens, qui travaillent chez Miron.
Pour eux, c'est une source de fierté, mais c'est le début d'un cauchemar pour les gens de Saint-Michel. Le monde se plaignait pour la poussière. Et on se plaignait aussi du dynamitage. Il y avait des fêlures dans le ciment, dans les sous-sols. Ça sautait fort. En 1960, les frères Miron décident de vendre leur entreprise à Genstar, une compagnie belge. La fortune des Miron est évaluée à 50 millions de dollars. Les nouveaux propriétaires, eux, poursuivent l'extraction de la carrière et l'exploitation de la cimenterie. Et comme le trou se vide de plus en plus de pierres calcaires, Genstar transforme une partie de la carrière en site d'enfouissement de déchets domestiques. La première chose qu'on a su, c'est que les camions rentraient là avec des vidanges. Puis là, tout le monde, hey, que c'est ça, cette affaire-là? Quand vous versez des vidanges, les vidanges qui arrivent là sont déjà en décomposition. Ils sentent déjà. En le versant, bien, votre senteur est là. Marcel Léger, le ministre de l'Environnement, ne cache pas son mécontentement. Montréal n'a pas joué son rôle là-dedans et il n'a pas joué un rôle d'élu qui s'occupe des citoyens et des élus. Lorsqu'il dit cette chose-là, il n'avait pas encore sorti son règlement sur la gestion des déchets. Yvon Lamarre, du Parti civique de Jean Drapeau, est alors président du comité exécutif de la Ville de Montréal. Depuis 1968, on traînait un boulet. Effectivement, et j'étais conscient et je me disais, ces gens-là ont quand même raison un peu. Il fallait le régler, le problème, parce que ça avait été promis en 1968. Je peux comprendre l'exaspération de ces personnes. La carrière Miron fait l'objet d'intenses pressions de la part des citoyens qui n'en peuvent plus de vivre près d'une carrière et d'un site d'enfouissement nauséabond. Les citoyens de Saint-Michel vont apprendre en 1979 que Miron change encore de propriétaire et passe cette fois entre les mains d'une compagnie de l'Arabie saoudite, Interedec. Celle-ci veut gruger davantage le roc, jusqu'à la limite de 300 pieds séparant des maisons. En plus, elle exige de la ville qu'elle ferme une rue du quartier Saint-Michel et qu'elle évacue 2 parcs lors des périodes de dynamitage. C'est une demande qui met le feu aux poudres. On dit que ça n'a pas d'allure. On est obligé de fermer des rues pour faire les choses. Alors ça, on s'était drôlement opposés. On a fini par avoir une ordonnance qui disait « Tu restes à 900 pieds, tu dynamites pas sur le bord de la rue, tu sors pas les enfants du parc. » C'est ça. Et on a gagné cette partie-là. Les citoyens ne sont pas au bout de leur peine. Compagnie Miron, non seulement elle construit d'autres usines sur son terrain, non seulement elle agrandit le terrain qu'elle exploite, non seulement elle agrandit encore les contrats qu'elle reçoit, mais finalement, on ne sait plus où ça va s'arrêter. J'ai rencontré les gens à plusieurs reprises pour leur expliquer qu'on est en train de négocier avec Miron, mais pas sur une base d'expropriation. La Ville de Montréal est donc en train de négocier l'achat de toute la carrière. Mais ça ne va pas assez rapidement pour les Michellois qui mettent sur pied une association de défense de leurs droits. Ça nous a pris une cabale monstre, hein? On a travaillé pendant 1 an et demi pour réussir à avoir 17 000 signatures de citoyens de Saint-Michel qui ne voulaient plus de Miron, qui ne voulaient plus de dépôt de putrescible, qui voulaient une qualité de vie. Je veux aussi que notre santé ne soit plus en danger à partir d'aujourd'hui. Les gens sont à bout de patience et en colère. Ils n'en peuvent plus de voisiner la carrière Miron. Saint-Michel, c'est le dépotoir de Montréal. Moi, je vous dis une question. Les vidanges où l'on met en avant l'Assemblée nationale du Québec, ça marche pour vous? J'étais là.
Il s'adressait à moi. Ah oui, j'ai fait face à la musique, comme on dit dans la vie. Pour calmer le jeu, la Ville de Montréal, elle, annonce en 1979 la création d'un parc en bordure de la carrière. On a négocié pendant, je dirais même 12 ans, mais sur une base assez intense, sur, je dirais, 3 ans de négociations avec Miron pour en arriver à une entente de 45 millions. Yvon Lamarre annonce enfin l'achat de la carrière Miron et veut en faire un immense parc de verdure avec golf, terrain de jeu, pistes cyclables et sentiers pédestres. La compagnie devra cesser l'exploitation le 31 décembre 87. L'emplacement devra alors être remis à la Ville de Montréal dans un état conforme aux normes du ministère de l'Environnement du Québec. Tout le monde était heureux, sac ton camp. On n'aurait plus de trouble. C'est ce qu'on disait. Cependant, c'est que Montréal a continué sur une grande échelle avec les vidanges. Vous n'avez plus eu de dynamitage. Vous n'avez plus eu la poussière. Mais vous avez eu la puanteur. On ne peut pas s'asseoir dehors sur les balcons à cause de la mauvaise odeur. En plus, il y a les oiseaux qui s'envolent un petit peu partout dans le quartier. Vous avez eu des milliers de goélands. Vous avez eu des milliers de camions. Et même un temps, on recevait des vidanges de New York. Quand on parlait au gouvernement provincial, le gouvernement disait la même chose. Les déchets, il faut les mettre à quelque part, où qu'on les mette. Toutes les villes du Nord, de Laval, du Nord et de la Rive-Sud venaient déverser leurs déchets. On a empêché cette chose-là. On a dit que ça doit servir pour l'ensemble de l'île de Montréal. Trouvez-vous des sites d'enfouissement ailleurs? Les gens se plaignaient beaucoup de la valeur des maisons. Si tu as acheté ta maison, mais tu peux plus la revendre parce que le gars a dit « Je veux pas m'en aller chez vous parce que ça sent trop méchant ». On peut pas vendre la maison. Moi, ça fait 6 mois que j'ai la maison à vendre, puis pas de visiteurs, rien. Les citoyens perdent confiance. L'échéance d'octobre 86 pour mettre un terme à l'exploitation est repoussée. Conséquence, les beaux projets de golf et de parc sont remis aux calendes grecques. En plus, Miron fait savoir qu'elle manque de temps pour se relocaliser, que ce délai d'1 an demandé est nécessaire pour préserver les 700 emplois. En mon âme et conscience, je ne pouvais pas accepter de mettre, durant l'hiver, 700 personnes ou 700 familles sur le chômage. Je crois que M. Lamarre prenait plus position pour la compagnie que pour les gens de Saint-Michel qui devaient endurer encore toutes ces nuisances qu'une carrière fait dans un milieu urbain. Voilà Jean Doré. Voilà Monsieur Doré. Le nouveau maire de Montréal. En 1986, le RCM, le Rassemblement des citoyens de Montréal, prend le pouvoir. Le maire Doré est très clair. Il n'y aura pas de nouveau délai accordé à Miron pour se trouver un nouveau site. Qu'on va prendre tous les moyens nécessaires pour le fermer le plus rapidement possible avec l'accord du ministère. La compagnie agit comme un squatter, dit le président du comité exécutif Michael Feinstadt, et doit quitter ses installations le 30 septembre 87. Pour nous autres, on veut que Miron sorte le plus rapidement possible. La ville, à bout de patience, dépose contre Miron une action devant les tribunaux pour résiliation de bail, expulsion et réclamation de loyers impayés. Mais la compagnie Miron s'accroche, ne veut pas quitter les lieux et refuse l'accès à la ville, qui pourtant est légalement propriétaire du terrain depuis 1984. Il y avait trop d'intérêt dans cette entreprise-là, les gars, si vous voulez. Il y avait trop d'investissements, trop d'argent qui opérait. Puis en plus, c'était une compagnie qui était florissante. C'est sûr. Écoutez, c'est pas des gens qui faisaient des pertes, vous savez. Ça faisait des profits, ces gens-là. Plusieurs citoyens
sont surpris d'apprendre en 88 qu'Yvon Lamarre, qui a quitté quelques mois plus tôt la présidence du comité exécutif de Montréal, accepte un poste de chef des opérations chez Miron. Lorsque Miron m'a demandé si je voulais aller relever le défi, à ce moment-là, j'ai accepté, mais je dois vous dire que j'ai jamais sollicité dans toute ma vie. Certains y voient un conflit d'intérêts. Ça me surprend. Il n'aurait pas dû faire ça. Ça laisse un arrière-goût. Lorsque la ville prend finalement possession de la carrière Miron en 1988, sa première priorité, c'est d'amorcer la décontamination du site. Elle investit donc 50 millions de dollars dans un système de récupération des gaz nauséabonds qui sont produits par la décomposition des déchets. Nous avons pris possession du site le 1er janvier. Maintenant, nous sommes installés un système beaucoup plus efficace pour le brûlage du gaz. Et puis, à ce moment-là, le brûlage sera beaucoup plus complet. Enfin, une bonne nouvelle, lorsque le nouveau maire de Montréal, Pierre Bourque, dévoile la première phase du complexe de Saint-Michel. J'annonce aujourd'hui la transformation de cet immense territoire. Le dépotoir Miron se transforme peu à peu en complexe environnemental. Donc, fini le cauchemar de Miron, on n'en parle plus. On transforme en parc Saint-Michel. Et là, on boucle la boucle pour redonner la qualité de vie aux gens. André Hébert est ingénieur à la Ville de Montréal et directeur général du Centre d'expertise sur les matières résiduelles au complexe Saint-Michel. C'était un immense terrain de 192 hectares dans lequel notre cerveau doit imaginer qu'il y a une grosse fosse de 75 hectares, 70 mètres de profondeur, qui était presque pleine de vidange. Gros soupir de soulagement pour les gens du quartier. L'enfouissement des déchets ménagers prend fin en mai 2000. Mais il y a un bémol, ils devront encore endurer les camions qui viendront déposer des déchets secs jusqu'au 31 décembre 2008. En tout cas, c'est fini les mauvaises odeurs. La plus grande poubelle à ciel ouvert de l'île de Montréal devient un lieu de valorisation grâce à son centre de tri. La majorité des gens mettent 95 de bons matériaux qu'on peut récupérer, recycler et retransformer avec. Et après ça, on a de la valorisation. On a deux bons exemples sur le site. On a Gazmont qui transforme les biogaz en électricité et qui redonne à la Ville de Montréal des dividendes de 10 des revenus bruts. C'est intéressant. Et on sauve en équivalent de gaz à effet de serre, en Amérique du Nord, l'endroit le plus important, donc entre 800 000 et 1 million de tonnes de CO2 équivalent par année. Et on a Cascade, Boralex, Sécure qui déchiquettent plus de 30 000 tonnes de bois sur le site, ce qu'on appelle la biomasse, pour produire de l'électricité. Une électricité qui sert aujourd'hui à alimenter le complexe environnemental ainsi que les 1200 résidences de Saint-Michel qui n'ont pas manqué de courant lors de la fameuse crise du verglas de 1998. En 1996, voilà un projet d'envergure qui apporte une grande notoriété au Centre environnemental Saint-Michel. Le Cirque du Soleil annonce l'installation de son siège social et de ses studios de création et de production. 1600 personnes y travaillent et redonnent vie à ce site tant décrié. En plus, la TOU, un centre culturel, devient un lieu de réflexion sur les arts du cirque et sur la qualité de l'environnement. Dans 12 ans, c'est pas long, dans une vie de ville, le site sera complètement capé et on pourra se promener dessus en cheval, en carte électrique, en vélo de montagne, en poussette. D'ailleurs, la piste cyclable de 5 km est déjà bouclée sur le pourtour et le ski de randonnée l'hiver. Il y aura un grand lac où on pourra aller en kayak, en pédalo, en chaloupe. Donc, ça va être un site exceptionnel, un parc où l'environnement et la culture vont être mariés. Nous avons compris quand il fallait comprendre. Il nous reste à souhaiter que d'autres comprennent, parce que leur temps est venu, que maintenant que l'exécution... Lorsque Montréal a acheté la carrière Miron,
Le maire Jean Drapeau, lui, conscient de l'exaspération des Michellois, avait vu juste en leur demandant d'être encore patients. Que maintenant que l'exécution commence, l'exécution ne peut pas se faire dans 24 heures, ni dans 36 heures, mais l'exécution commence et ça ne pourra se terminer que pour le mieux et pour le bonheur de chacun. C'est un homme admirable. C'était mon premier patron, mon premier maire durant 9 ans. Il était visionnaire et évidemment, des gros projets comme ça dure dans le temps. C'est pas terminé. Le plus beau est à venir. Éventuellement, ça va prendre 10, 15, 20 ans. Mais éventuellement, Saint-Michel va venir une place qui va faire bon à vivre. Si les prévisions se réalisent, le centre d'enfouissement Saint-Michel deviendra en 2020 un immense parc de verdure aussi grand que celui du Mont-Royal. Les Michellois auront peut-être oublié tous les désagréments causés par la carrière Miron, mais une question demeure. Pourront-ils se targuer de posséder un des plus beaux parcs de Montréal alors que ce parc repose sur 45 millions de tonnes de déchets? Remarquez bien, là, moi, je ne vivrai pas assez vieux pour voir ce parc-là. Je pense pas qu'un parc dans un endroit où il y a tellement de gaz, ce soit là, bienvenu là, parmi la population. C'est sûr que là, c'est fini, c'est enterré, mais comme je vous dis, il reste toujours elle pour me ramener à l'ordre que ça aurait pu tuer des gens et que beaucoup de gens ont souffert de cela.